On le rappelle, ça fait plus de 24 heures que les débats ont démarré à l'Assemblée nationale. Objectif, adopter un budget pour 2026. Et l'image politique, la voici. Les députés LFI ont voté comme les Républicains pour rejeter le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Regardez. Sur l'amendement 269, avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 343, nombre d'exprimés 330, majorité à 166, pour 226, contre 104. L'Assemblée nationale a adopté. Et pour en parler, on est avec Rokhaya Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, auteur et éditorialiste au Washington Post et au Guardian. Bruno Jeudi. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique BFM TV, directeur de la Tribune Dimanche. Christian de Boissieu. Bonsoir. Bonsoir. Professeur émérite d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes. Et on est aussi avec Laurent Baumel. Bonsoir. Bonsoir. Député socialiste et apparenté de l'Indre-et-Loire. Comment ça se passe à l'Assemblée nationale ? C'est lent. Merci de faire une petite escapade pour venir sur notre plateau d'ailleurs. Tout à fait. C'est lent parce que, bon, on avait espéré, on souhaitait que cette première journée, enfin deuxième journée de débat, puisse nous permettre d'aborder la fameuse taxe Zuckman et tous les débats sur l'imposition du patrimoine. Mais en fait, on a beaucoup de sujets qui viennent avant, qui sont des sujets importants. Hein. Par exemple, la défiscalisation des pensions alimentaires, les crédits d'impôt pour les services à la personne. Et en fait, sur chaque sujet, il y a, comme beaucoup de députés sont là, évidemment, il y a beaucoup d'interventions. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Que les députés soient là, du coup, qu'il y ait du débat. Ça n'avance pas aussi vite que ce qu'on avait imaginé. Vous trouvez que vous perdez du temps sur des sujets qui n'en valent pas la peine ? Ah non, ils sont tous pris individuellement, ils sont importants, mais ce qui est vrai, c'est que comme on sait que les conditions de vote final de ce budget vont beaucoup dépendre du débat qu'on va avoir sur la mise à contribution des plus hauts patrimoines et des plus riches dans la réduction des déficits, c'est vrai qu'on est un peu pressé d'arriver à ce moment, parce qu'en fait, de ce moment dépendra la suite du budget. C'est très différent cette année quand même. Pourquoi, Bruno ? Parce que l'année dernière, avec le 49-3, les députés finalement des oppositions, et notamment à gauche, débattaient un peu seuls. Le socle commun ne participait pas trop au débat, sachant qu'à la fin, il y aurait un 49-3. Et du coup, c'était un peu un débat pour rien, j'allais dire même pour du beurre. Vous voulez dire que ça désintéressait la plupart des députés ? C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de déresponsabilisation dans le débat. Cette fois-ci, il n'y a a priori pas de 49-3 à la fin de ce débat budgétaire. Du coup, le texte est vraiment travaillé, débattu à l'Assemblée, parce que supposément, ce texte peut être le texte final. Alors, il va être détricoté par le Sénat, il va revenir. Donc, mais vous trouvez que les députés prennent leurs responsabilités et jouent le jeu, finalement? Je trouve qu'en tous les cas, c'est une vraie discussion parlementaire, ce qui n'était vraiment pas le cas, au moins l'année précédente. Oui, aujourd'hui, quand on vote quelque chose, ça compte. Normalement, c'est dans la loi finale. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, et ça rend ce débat beaucoup plus important, beaucoup plus sérieux. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que le début du débat se passe dans une atmosphère beaucoup plus digne que l'année dernière. Rokhaya Diallo, vous aussi, vous êtes plutôt optimiste. Vous voyez, il y a du débat, les députés sont là. Il va peut-être en ressortir quelque chose. Ce qui est une bonne chose, c'est effectivement à la fois leur forte présence et le fait que, comme vous l'avez dit à l'instant, la menace du 49.3 ne pèse pas, conduit finalement les députés à adopter le comportement qu'ils sont censés avoir en tant que législateurs et législatrices. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce sont des discussions. C'est vrai que les discussions sur la taxation des hauts patrimoines sont très très attendues, mais en réalité, les discussions et les décisions qui sont prises aujourd'hui ont des effets sur des centaines de milliers de Français. Et ça, c'est aussi, je trouve que c'est aussi quelque chose qui peut être de nature à redonner peut-être un petit peu, à défaut de confiance, en tout cas peut-être un peu de dignité au débat politique, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il s'était égaré dans des endroits où effectivement on avait l'impression qu'il était de plus en plus éloigné des intérêts quotidiens des Français. Donc je trouve que ça, c'est plutôt une manière saine de faire de la politique et de finalement voir que chacune est à sa place. J'en profite pour saluer Julien Jacob, qui était en retard. Bonsoir. Mais en même temps, on vous pardonne, vous êtes entrepreneur, vous êtes celui qui travaille le plus autour de ce plateau. Je plaisante évidemment, ne le prenez pas mal, Laurent Baumel. Je vous fais écouter Laurent Wauquiez.
réinvoqué cet après-midi, ça va sans doute vous intéresser. On en parlait il y a un instant. Les députés ont donc largement rejeté aujourd'hui le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Cela aurait conduit 200 000 foyers supplémentaires à payer cet impôt et permis de dégager 2 milliards d'euros. Vous nous direz si ils ont raison de dire ça, Christian de Boissieu. Il s'agissait d'un amendement donc de Laurent Wauquiez. On l'écoute. C'était à la sortie du vote aujourd'hui. On a d'abord obtenu, et c'était très important pour nous, d'écarter toute augmentation d'impôt sur le revenu. C'est un budget où il y a beaucoup trop d'augmentation d'impôts. Et donc notre travail, méthodiquement, on le fait amendement après amendement, c'est de faire sauter toutes les taxes et toutes les augmentations d'impôts. Et puis notre deuxième enjeu, c'est tout simplement de rééquilibrer dans le système social entre d'une part l'assistanat et le travail. Et donc on va porter une allocation sociale unique plafonnée à 70% du SMIC. Ça va venir, c'était pas aujourd'hui. Mais ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était enclencher le travail sur la défiscalisation intégrale des heures supplémentaires. Alors, on va entendre dans un instant la colère du Parti socialiste. Mais d'abord, Christian de Boissieu, est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement ce qui s'est joué cet après-midi ? Ce qui s'est joué, c'est-à-dire que dans le projet Bayrou, qui a été le point de départ de l'actuel débat, il faut quand même le dire, il y avait ce gel, en quelque sorte, qui fait que, en quelque sorte, on faisait rentrer dans l'impôt les 150 000 à 200 000 foyers qui sont évoqués là. Bon, parce qu'en principe, le barème est indexé sur l'inflation. Alors même si l'inflation est basse, l'année prochaine, cette année, on est à peu près à 1% d'inflation. L'année prochaine, ça sera la même chose. Ça fait quand même la différence en termes de pouvoir d'achat, 1% d'inflation. Et donc là, le fait de revoir le barème fait qu'il n'y a pas d'alourdissement automatique, en quelque sorte, de l'impôt, ce qui aurait été le cas s'il n'y avait pas eu, s'il y avait eu ce gel. Et s'il y avait eu ce gel, on remettait en quelque sorte dans l'impôt sur le revenu des gens qui aujourd'hui n'y sont pas. Je rappelle qu'il y a un Français sur deux qui paye, un foyer sur deux, pardon, qui paye l'impôt sur le revenu. Bon, voilà. Je voudrais profiter de la présence de Laurent Baumel pour dire quelque chose. Moi, je suis économiste, je ne suis pas homme politique, nul n'est parfait. Je pense que le débat sur la taxe Zuckman ou quelque chose qui ressemblerait est un débat important. Mais je trouve que ça a fini par prendre, par manger tout le reste du débat aujourd'hui. Et que par rapport à ce débat qu'on évoque là, où finalement, vous l'avez dit vous-même, l'État se prive de 2 milliards d'euros de recettes, il va falloir compenser ailleurs. Sauf à remettre en cause les équilibres globaux. Je veux dire, l'objectif, d'après ce que j'ai compris, c'est d'avoir un déficit public pour l'année prochaine, si possible à 4,7% du PIB. Monsieur Lecornu a dit on pourrait aller jusqu'à 5. Bon, ça reste une marge, mais moi je pense que par rapport à tout ça, c'est bien. Je salue le côté démocratique du travail et je respecte complètement le débat qui a lieu et je pense que Monsieur Lecornu a raison de pas passer par le 49.3. Je dis simplement que en votant les mesures les unes après les autres, ce qui est inévitable, est-ce qu'on retrouve le débat sur l'équilibre général? C'est ça la question que je me pose. Non, mais vous avez raison, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors pourquoi le débat sur la taxation du patrimoine, la taxe Zuckman et puis d'autres mesures qui pourraient être mises en débat est important? C'est précisément parce que c'est autour de ce débat qu'on peut générer le plus de recettes fiscales. Et donc, si vous voulez, qu'on peut illustrer la possibilité d'une approche de la réduction des déficits qui ne soit pas simplement centrée sur les économies, mais aussi sur le fait de faire monter le niveau des recettes. C'est un débat entre la droite et la gauche, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on est d'accord sur excusez-moi, c'est pas pour le plaisir de vous couper, mais au départ, Gabriel Zuckman avait dit ça peut rapporter 20 milliards d'euros. Je pense qu'on n'en est plus là aujourd'hui. Mais nous, on rentrera un peu dans ce débat si vous le souhaitez, mais nous, on considère que ce qui est important aujourd'hui dans le débat qui s'ouvre, c'est le rendement fiscal. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir dégager effectivement 10-15 milliards d'euros qui pourront permettre de réduire les déficits en épargnant la mise à contribution des couches les plus populaires et moyennes. Le débat qui a eu lieu sur le dégel de l'impôt sur le revenu, c'est exactement celui-là. C'est comment éviter de faire entrer 200 000 personnes dans l'impôt sur le revenu. Alors ça coûte un peu cher, effectivement, de dégeler le barème. Mais du coup, il faut le compenser ailleurs. Et nous, notre proposition, c'est de le compenser par la taxation du plus haut patrimoine. Pour avoir 15 à 20 milliards de recettes par quelque chose qui serait la taxe Zuckman ou quelque chose qui ressemble,
il faut taxer l'outil de travail, l'outil professionnel. Sans ça, vous n'arrivez pas à 15 ou 20 milliards d'euros. Si vous éliminez de l'assiette, parce qu'il est là le débat, en fait, il est là le débat. Quelle est l'assiette de cette taxe sur les super patrimoines? Bon, si on enlève la taxe, les biens professionnels, là, le rendement dont vous parlez, il ne sera pas de 15 milliards. Mais il n'y a pas que la taxe, enfin je ne veux pas monopoliser. Oui. Non, mais c'est intéressant cet échange. Et en plus, la taxe Zuckman, il y a en aussi sera question. la surtaxe. La taxe Zuckman ne rapportera pas, Laurent Baumel, 15 à 20 milliards. Il peut y avoir, si effectivement à la fin les biens professionnels devaient être sortis, enfin, ou certains d'entre eux, il peut y avoir des débats là-dessus. Ça, évidemment qu'il y aura des débats sur ces sujets, mais il y a aussi la surtaxe d'impôt sur les sociétés, il y a la CSG sur les revenus du patrimoine, il y a d'autres outils, et quand nous, on réfléchit aujourd'hui en termes de rendement, on n'est pas focalisé exclusivement sur la taxe Zuckman, même si ça reste l'outil principal. L'idée, c'est d'avoir une série d'outils qui permettent d'épargner les couches populaires et moyennes dans ce budget, en tout cas d'essayer de les épargner davantage que dans la copie initiale. Oui, je voudrais revenir justement sur cette information selon laquelle les députés ont largement rejeté aujourd'hui le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Est-ce que ça vous a étonné, Bruno Jeudi, quand on sait que LFI a voté avec les Républicains notamment ? Oui, alors après, dans le jeu des alliances contre nature, dans les votes comme ça sur certains c'est ce qu'Olivier Faure a fustigé, articles, notamment. Oui, bien sûr, sur certains articles, effectivement, il y a des choses à géométrie variable, et puis parfois, c'est aussi des jeux en interne dans chaque camp. À l'intérieur de la gauche, il va y avoir comme ça souvent des alliances contre nature, et de la même manière, il y aura des alliances comme ça aussi contre nature à l'intérieur de ce qu'on appelait le socle commun, enfin ce qu'on appelle le socle commun, mais qui est de moins en moins commun. Donc on va souvent avoir ce jeu au-delà. Ça ne vous étonne pas que les députés LFI aient voté un amendement qui était proposé par LR? Non, mais on peut juste préciser de quoi il s'agit parce que c'est un peu confus. Tout le monde était d'accord pour dégeler le barème de l'impôt sur le revenu. Le débat, il a porté uniquement sur la dernière tranche. Les socialistes et une partie des gens présents dans la salle pensaient qu'on pouvait dégeler les premières tranches et puis laisser peut-être plus d'impôts effectivement sur la dernière tranche. Les 13, 10, 12% les plus riches. Et LFI a voté l'amendement de LR qui dégèle tout le monde, y compris la dernière. C'est pour ça qu'Olivier Faure dénonce une sorte de vote pro-riche. Un peu à contre-emploi par rapport à ce qu'on attend de la France insoumise normalement, qui a passé beaucoup de temps dans l'hémicycle à porter le combat contre le fait qu'on protège les plus riches, et qui sur cet amendement-là, enfin sur ce vote-là, a étendu le bénéfice du dégel à toutes les catégories de Français, y compris les plus riches. Mais alors, comment vous l'expliquez ? À quoi joue LFI, voilà, exactement ? Il faut leur demander. Moi, j'ai pas tellement compris non plus, mais voilà, c'est un choix qui a été fait dans l'hémicycle à ce moment-là et qui n'a pas été finalement expliqué par eux, à ma connaissance. Sauf, j'ai pas vu toute, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une explication de vote précise à ce moment-là. Je vous montre juste la réaction d'Olivier Faure. Tout de même, l'amendement de Laurent Wauquiez s'opposant à la hausse de l'impôt des plus hauts revenus a été adopté par la France insoumise unanime. Les socialistes, eux, avaient proposé de s'opposer à cette hausse pour les seules classes populaires et moyennes. Ouais. C'est donc ce que vous disiez. Mais est-ce qu'on peut imaginer un jeu de LFI justement pour... contre je suis économiste, je suis spécialiste de sciences politiques et de sciences parlementaires. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une inattention? Donc, j'imagine que ce n'est pas de ligne. Non, je pense que c'est un message envoyé à qui? Je ne sais pas. Bruno Jeudi, vous n'avez pas une idée? C'est difficile parce que a priori, c'est pas du tout logique qu'ils aient voté cet amendement sur cet article. C'est pas du tout logique. Donc, parfois... il y a de l'irrationalité dans certains votes. Bon, il y a évidemment la concurrence ou les insoumis qui cherchent à positionner, à mettre en difficulté, à stigmatiser, à montrer que les socialistes ont tort d'aller avec les macronistes. Donc, mais là, honnêtement, c'est assez rationnel. Alors, je voudrais qu'on évoque un autre sujet. Les Français vont pouvoir peut-être vraiment travailler plus pour gagner plus. En tout cas, on s'en rapproche, car aujourd'hui, les députés ont adopté un amendement des Républicains visant à défiscaliser totalement les heures supplémentaires. Actuellement, on le rappelle, Christiane Boissuet, elles ne sont pas soumises à l'impôt, sauf si elles dépassent 7 500 € de revenus par an. Donc c'est le groupe Droite républicaine qui a proposé de supprimer ce plafond.
Quelle était la position du Parti socialiste? Ah bah non, on était opposés. Ouais. Toute la gauche a voté contre cet amendement. Bon, vous savez que cette histoire de la défiscalisation des heures sup, ça revient. Depuis qu'on a fait les 35 heures, ça revient. C'était revenu sous Sarkozy, puis après ça avait été annulé, puis ça revient. Bon, donc là c'est une victoire, on va dire, dans l'hémicycle de l'alliance entre la droite et le Rassemblement national. Il y en aura peut-être d'autres, des victoires de ce type, mais comme il y aura aussi des victoires de la gauche, voilà, c'est précisément la conséquence de la suppression du 49.3, c'est qu'on peut avoir des majorités sur des sujets différents. Et donc des victoires des uns, des victoires des autres. Ça, c'est tout à fait possible. Julien Jacob, qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Bonne ou mauvaise idée? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas du tout politicien, mais en tant qu'entrepreneur, il y a quelque chose qui est aussi très important à évoquer, c'est le climat de confiance. On le voit à l'international, c'est important de faire rentrer les devises. Et aujourd'hui, d'arriver dans une approche financière et économique et de dire on va commencer à taxer les plus riches, on va commencer à faire ci, à faire ça. Mais je pense que c'est une grosse erreur en tant qu'entrepreneur en tout cas. Oui, allez-y Christian de Boissieu. Moi, je n'étais pas contre le système actuel avant cet amendement. Je veux dire, quand on favorise les heures supplémentaires, parce que le débat, c'est quand même la production, c'est le travail, etc. Le fait qu'on fixe pas de limite, si ça arrive au bout, cette affaire-là, parce qu'on discute de choses comme si c'était fixé dans le marbre. Il y aura le Sénat derrière, il va y avoir une navette, il va y avoir des tas de choses. Donc, mais malgré tout, c'est une première étape. Non, mais je dis pas que ça soit pas important. Je dis, supposons que ça arrive au bout, cette affaire-là. Je trouve que le système antérieur avec un plafond était pas mal, parce qu'au fond, ça revient quand même, c'est une niche fiscale, ça, c'est une niche fiscale. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, il y a un coût pour l'État. Est-ce que c'est chiffré du côté de l'Assemblée? Aujourd'hui, vous avez des chiffres, combien ça va coûter Je sais plus. Non, mais je connais pas tout, moi. Heureusement pour moi. 1 milliard, je pense. Bonsoir Estelle Youssoufa, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes député LIOT de Mayotte. Justement, vous avez plus... Vous avez les chiffres exacts? Oui, effectivement, on a calculé avec Charles de Courson, qui est notre lead dans le groupe LIOT, ça va coûter 1 milliard aux caisses de l'État. C'est de manque à gagner, en fait. Pour être précis, en fait, il faut comprendre. Là, on est en train de parler des impôts. Voilà, on parle des impôts des Français, donc des recettes de l'État. Et donc là, chaque fois qu'on rabote ou qu'on évite, en fait, c'est ça en moins dans les caisses de l'État, c'est ça en plus dans les poches des Français. Et c'est ça le jeu politique qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que quand LR dit nous, on a réussi à éviter que 200 000 Français ne deviennent contribuables directement, c'est électoralement, alors qu'on a une dissolution qui nous pend au nez, quand même un peu plus simple à expliquer, parce que je vous écoutais sur le débat de comprendre pourquoi LFI, comment est-ce qu'on pouvait avoir des mariages de la carte du lapin avec des votes bizarres dans l'hémicycle. Enfin, c'est illisible, mais ça l'est depuis la semaine dernière en commission. Il y a quand même des positions qui ont été votées. C'est illisible, mais c'est nécessaire pour avancer malgré tout. Non, je vais terminer. C'est d'autant moins lisible qu'il y a quand même eu des votes de Renaissance ou d'Horizon contre le gouvernement. C'est vraiment pas du tout un vote isolé. C'est-à-dire que quand LFI va avec le RN ou avec LR, ça s'est vu à plusieurs reprises. Ça fait plusieurs années que ça dure. C'est sûr que là, sur le budget, c'est d'autant plus frappant que ce sont des questions qui sont directement impactantes pour les Françaises et les Français. C'est votre feuille d'impôt à la fin de l'année. Mais là où nous, on va devoir retrouver nos petits, c'est quand il va falloir gérer les dépenses. Parce que là, on est en train de parler des impôts et puis dans 2 semaines, on va parler de qu'est-ce qu'on va pouvoir dépenser, qu'est-ce qu'on va offrir aux Français comme service public financé par leurs impôts. Et je pense que par rapport à ce qui a été évoqué sur la taxe Zuckman, au-delà de toute la technique financière, fiscale, de quel sera le mécanisme pour faire payer les plus riches, c'est en fait la justice sociale, mais au sens propre, de l'acceptabilité de l'impôt. Si les Françaises et les Français acceptent d'augmenter leurs impôts, c'est que tout le monde le fait.
Et ça, ce que soulève le débat de Zucman, c'est de comprendre qu'on a une frange de la population, quelques centaines de personnes, qui y échappent quasiment totalement de manière inexpliquée. C'est un angle mort de notre fiscalité. C'est pas tant sur les biens professionnels, quoi. C'est que dans une économie qui se financiarise, en fait, comment est-ce que nous, on réinvente l'impôt pour fiscaliser des fortunes qui, en fait, investissent tout en bourse? Alors, techniquement, c'est leur outil de travail, mais c'est aussi de la financiarisation et c'est du cash. Et du cash qui échappe à l'impôt. Et donc, c'est ça que pose au fond la taxe Zucman, c'est de dire comment est-ce que nous, dans un moment d'effort national que l'on doit consentir, comment est-ce que au Parlement, on réinvente la fiscalité? Comment est-ce que, alors que notre économie se transforme, qu'on voit des énormes fortunes apparaître, comment est-ce qu'on a réussi, nous, le Parlement, à être complètement silencieux pour certains foyers qui, mécaniquement, techniquement, sans même faire de l'optimisation ou de l'évasion, hein, c'est qu'on a des angles morts fiscaux. Et c'est ça qui est très, je pense, important dans la question que pose l'économiste Zucman. Je suis pas sûre qu'on y réponde dans ce débat-là. Ça, c'est certain. Vous avez ouvert le débat sur les niches fiscales à travers justement la défiscalisation sans limite des heures supplémentaires. Bon, je veux dire, c'est inévitable de commencer par les recettes et de parler des dépenses. En fait, il y a une connexion entre les deux à travers les niches fiscales, d'une certaine façon. Bien sûr. Bon, les niches fiscales, c'est 85 milliards d'euros par an au total pour un peu plus de 480 niches fiscales. Donc moi, je veux bien qu'on défiscalise sans limite les heures supplémentaires si on travaille plus en France, si on produit plus et si le gâteau à se partager est augmenté. Mais il va y avoir quand même un moment où il faudra quand même raboter un certain nombre de niches fiscales. C'est certain, mais c'est certain. Je pense qu'on est tous conscients qu'on va vers un budget Frankenstein. Personne ne voudra en reconnaître la paternité parce que là, ce que vous voyez, c'est le festival des amendements. La lisibilité, quand on prend du recul, et vous l'avez soulevé tout à l'heure, du budget tel qu'il va sortir, personne n'est capable de dire ce vers quoi on va aboutir. Et on ira... Mais c'est positif ou c'est négatif ? Si vous considérez, vous, quand vous faites vos comptes avec votre banquier, que vous ne savez pas où sont vos dépenses ni vos rentrées, j'ai jamais vu un banquier qui vous dit c'est positif. Si vous allez à l'aveuglette avec votre carte bancaire et la gestion de vos comptes, si vous ne savez pas où vous allez, moi je ne connais pas un ménage qui pense que c'est sain. C'est pas une gestion. On est au doigt mouillé. C'est là où c'est très inquiétant. Il y a deux choses. La suppression du 49.3 va effectivement produire des successions de décisions avec des majorités différentes en fonction des sujets, qui fait que l'équilibre global, effectivement, n'est pas contrôlé a priori. Bon. Après, il y a quand même un exécutif au milieu de la pièce, il y a un gouvernement, et qui, lui, devra à un moment ou à un autre passer des compromis avec ses oppositions. C'est notamment tout le débat autour de la fiscalité du patrimoine, et c'est à ce moment-là, c'est autour de ces compromis que des équilibres peuvent être réaffirmés ou trouvés. Donc il y a à la fois le côté, si vous voulez, spontané de l'Assemblée, qui va modifier la copie au gré des votes, et à un moment donné, il y aura quand même la nécessité d'une discussion entre le gouvernement et ses opposants pour trouver des formes d'équilibre, par exemple, pour garantir effectivement une trajectoire de réduction des déficits. On peut pas avoir un déficit qui dépasse effectivement les 5%. Donc il y aura ceux qui amèneront des recettes nouvelles, contribuent à réduire les déficits. Ceux qui amèneront des dépenses nouvelles ou des baisses d'impôts contribuent à augmenter le déficit. Donc il y aura à un moment donné à avoir une discussion au-delà des votes successifs pour que des équilibres soient garantis. Je suis complètement d'accord avec vous. Il faudra faire les comptes à un moment donné. Veut dire agréger toutes ces informations ponctuelles au départ. Ponctuelles, ça ne veut pas dire négligeable. Chaque moment est important. Au bout du compte, on tirera à la ligne, on verra à quel déficit public ça arrive. S'il apparaît que, par exemple, on est au-dessus de 5%, à mon avis, c'est pas tolérable. Le déficit public français de 2025, il va être à 5,4%. Il faut donner un signal, et pas uniquement aux agences de notation. Il faut donner un signal comme quoi il y a quand même une certaine baisse. Je dirais pas une baisse certaine, mais en tout cas un peu de baisse. Et donc, par rapport à ce que vous dites, moi je pense qu'une fois qu'on
que vous ferez l'addition, si je puis dire, de tout ça, il y aura forcément un effet de rétroaction sur les mesures ponctuelles. C'est à ce moment-là que les deux sont pas complètement. Les deux étapes de la démarche ne peuvent pas être complètement séparées. C'est pour ça qu'il serait souhaitable que le débat sur la taxe Zuckman arrive quand même assez vite. Oui, et on l'imagine, ce sera pour ces prochaines heures. Peut-être mardi. Plutôt en début de semaine. Ah oui, au rythme où vont les débats, c'est encore au décalé. rythme où vont les débats, ça ne peut pas avoir lieu cette nuit. Oui. Merci beaucoup Laurent Baumel d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vais faire rentrer sur ce plateau maintenant Jean-Didier Berger. Bonsoir, vous êtes député droite républicaine des Hauts-de-Seine. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Comment ça se passe en ce moment à l'Assemblée nationale ? Écoutez, ça se passe bien. On aborde les amendements les uns après les autres, article par article. Écoutez, oui, je pense que on voit d'abord que les députés sont très mobilisés sur la plupart des bancs. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas de 49.3, ça permet à chacun de défendre ses idées. C'est vrai que l'année dernière, quand on savait à l'avance qu'il allait y avoir un 49.3, chacun avait l'impression de participer à une forme de pièces de théâtre dont tout le monde connaissait déjà la fin. C'est pas très motivant. Là, on voit que certains votes se jouent à une voix près, ce qui confirme à nos compatriotes que les élections législatives dans chacune des circonscriptions sont importantes et que ça n'est pas neutre de choisir un député d'un parti ou d'un autre. Madame Youssofa, vous voyez, vous aussi, cette différence? Vous trouvez que ça change tout, qu'il n'y ait pas de 49.3? Vous trouvez que chacun a un peu modifié sa position et se dit prêt? Alors évidemment, c'est un mot un peu galvaudé. Je ne sais pas si la parle beaucoup de compromis, mais est-ce que... Je m'explique. On est tous contents qu'on est dans un jeu de dupes parce qu'au final, ce sera la CMP et probablement un budget qui va être passé par ordonnance. Donc, c'est le projet de loi de finances initial dans lequel les socialistes ont insisté pour inscrire la réforme des retraites qui sera ce qui sera passé aux Français. Sinon, ce sera la loi spéciale. Donc, le jeu, et le collègue le dit à juste titre, la perspective d'élection motive les uns et les autres à aller sur le banc. Le sujet, c'est que même si on défend des prises de position, des prises idéologiques qui sont importantes, c'est pas du tout de la posture non plus. Quand à droite on dit il faut moins d'impôts, mais c'est parce que ça veut dire qu'il y aura aussi moins de services publics. La gauche va aussi marquer ses positions en disant plus d'impôts parce qu'il y aura plus de services publics. C'est là où on va se retrouver dans des affrontements très forts et où je pense que le en même temps macronien va commencer à vraiment montrer ses limites, où eux, leur seule règle, c'est il faut limiter le budget, il faut limiter le déficit qui part complètement dans le décor. Moi, ce qui me choque dans cette discussion budgétaire, c'est effectivement qu'on est dans une course contre la montre. En fait, on a une énorme pression du Sénat qui, avec M. Larcher, nous fait savoir qu'ils veulent remettre la réforme des retraites, sachant que, évidemment, nos amis sénateurs ne sont pas menacés de dissolution. Donc la discussion n'est pas la même pour eux. La deuxième chose qui est quand même très préoccupante, c'est que l'impératif d'avoir un budget pour un territoire que je représente, qui est Mayotte, c'est vital. Nous, on a eu le cyclone en décembre de l'année dernière. Il n'y avait pas de gouvernement. On a eu dans le budget qui est actuellement en cours 25 millions de crédits de paiement pour Mayotte qui a été détruite à 90%. Rien. S'il n'y a pas de budget, il n'y a rien pour Mayotte l'année prochaine. C'est ça. C'est-à-dire que la discussion, les postures des uns et des autres sur la dissolution, sur est-ce qu'on va aux élections ou pas, il y a quand même notre mandat premier qui est de faire fonctionner l'État, de contrôler l'action du gouvernement. Qu'il n'y ait pas de budget évidemment. 2026 Enfin, vous pensez bien que les positions que vous entendez des uns et des autres avec une surenchère permanente, une hystérie collective, on a l'impression d'être dans un vortex à Paris où tout le monde perd l'esprit à se dire quand sont les élections, quand est-ce qu'elles ne sont pas, le Sénat qui est poussé par les maires pour que ce ne soit pas en même temps que les municipales, tel parti qui se rattrape avec les courses internes qui n'ont pas abouti. Enfin, si vous voulez, on perd complètement le nord de la réalité de un budget, c'est les impôts des Français et c'est les services publics des Français. Quand on n'a pas d'impôts, on ne peut pas avoir le maintien des services publics. On n'est pas dans le shutdown à l'américaine, mais on est quand même dans une situation qui est très compliquée et je parle d'expérience. C'est-à-dire que moi, depuis 1 an, à Mayotte, il n'y a pas de reconstruction parce qu'il n'y a pas eu de budget voté pour la reconstruction de Mayotte. Il y a eu une loi de programmation qui annonce 4 milliards
Et il n'y a que 300 millions qui sont peut-être budgétés l'année prochaine si on vote le budget. Vous aussi, Juliane, ça vous inquiète s'il n'y a pas de, absolument, je vous rejoins, de budget 2026 ? Je vous rejoins totalement. Il y a aussi beaucoup d'investisseurs étrangers qui attendent de voir ce qui va se passer. Moi, je le vois. Aujourd'hui, le monde entier nous regarde. On est quand même un des pays dans le monde où on a tous les jours des changements. Et en fait, ce qui nous manque, je pense, cruellement, c'est une vision long terme. J'ai toujours défendu le système social français. On est un magnifique pays pour entreprendre. Mais ce qui manque aussi, c'est cette stabilité financière pour les devises étrangères. Moi, je parle avec des financiers du monde entier, des investisseurs, etc. Et ils nous disent non, on attend pour l'instant. On va voir ce qui va se passer. Oui, mais nous, on a des entreprises à faire tourner. Il y a quand même une machine à faire tourner. Et ils nous disent non, on attend de voir ce qui va se passer dans le futur. Et ça, c'est problématique qu'on le veuille ou non. C'est le quotidien des Français, c'est le quotidien des entrepreneurs. Et à un moment donné, je pense qu'il faut mettre ça en place très rapidement. Est-ce que vous avez des lignes rouges, Jean-Didier Berger ? Écoutez, nous, on a une seule boussole, c'est protéger les Français contre les augmentations d'impôts qui pourraient être contenues dans ce budget ou dans les amendements des autres formations politiques. On est dans le pays le plus taxé. Ce sont les impôts. Non, mais moi, je parle pas de ligne rouge. Je pense que voilà, nous, on est là pour défendre les Françaises et les Français contre ces augmentations d'impôts proposées ou suggérées à travers les amendements. Il y en a de toutes sortes, parce que je voyais tout à l'heure sur votre bandeau LR et LFI main dans la main contre Bercy, mais enfin, vous vous rendez pas compte. Ça vous a pas plu ? De ce que... Non, mais c'est pas ça, mais je trouve ça assez loufoque. On est dans des politiques totalement opposées. Et l'année dernière, la France Insoumise et le Rassemblement National ont voté 60 milliards d'impôts supplémentaires. Nous, on est là pour faire baisser les impôts dans tout ce qui est suggéré par le gouvernement et par les autres formations politiques. On l'a fait aujourd'hui, on a eu 2 très jolies victoires avec la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu. Sinon, c'était 200 à 300 000 familles qui rentraient... LFI vous a rejoint, justement. C'est pas parce qu'ils votent, c'est pas parce qu'ils votent comme nous pour différentes raisons et souvent pas les mêmes raisons que nous. Pour quelles raisons, d'après vous ? Écoutez, ils ont des explications qui sont à géométrie variable, donc je les laisse vous expliquer pourquoi ils changent d'avis d'un vote à l'autre. Nous n'avons pas changé de position. Et la deuxième très jolie victoire, c'est ce dont vous parliez à l'instant, la défiscalisation des heures supplémentaires, pas les petites ristournes qui étaient faites jusqu'à présent, mais la défiscalisation et la décharge intégrale des heures supplémentaires, simplement pour envoyer un signal très clair aux Françaises et aux Français, c'est que ceux qui vont travailler doivent être davantage récompensés, rémunérés, que ceux qui bénéficient des revenus de l'assistance, y compris quand c'est pour de bonnes raisons. Alors on est d'accord que c'est surtout ceux qui gagnent déjà bien leur vie. En tout cas, c'est des gens c'est des personnes qui toutes les Françaises et les Français, vous savez, très rapidement, c'est 45% des familles qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans notre pays, mais ça démarre assez vite. Dès que vous avez franchi des revenus, pas des très gros revenus, ça va relativement. C'est pour ceux qui sont la question de plus de 7 500 euros par mois. En tout cas, ça représente uniquement les heures supplémentaires. Non, là, les heures supplémentaires, c'est plus de 7 500 euros par an. Jusqu'à présent, c'était limité à 7 500 euros. Oui, mais ça veut dire qu'il faudrait que ça demanderait de gagner déjà 625 euros par mois, rien que pour les heures supplémentaires. Mais oui, mais ça peut aller assez vite. Vous voyez, par exemple, je sais pas, moi, dans ma collectivité, il y a des policiers municipaux. Donc c'est quelqu'un qui gagne déjà bien sa vie. Si c'est uniquement les heures supplémentaires. Ça va très vite. Enfin, vous pouvez être saisonnier, vous avez des périodes de forte influence. Ça fait 150 euros d'heures supplémentaires par semaine. Vous voyez, 150 euros d'heures supplémentaires par semaine, ça peut aller assez vite. Moi, j'ai des policiers municipaux dans ma commune qui font beaucoup d'heures supplémentaires parce que leur fonction le demande, parce que l'intérêt général le demande. Je pense que c'est tout à fait logique que ce type de personnes, par exemple, ne soit pas surfiscalisées sur les heures supplémentaires qu'elles touche toutes les catégories sociales. Je pense que ça va très très vite, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. En tout cas, ça envoie un signal de méritocratie très fort dans notre pays. Nous, ce qu'on propose par ailleurs, c'est de limiter à 70% du SMIC le cumul de toutes les aides sociales. L'allocation sociale unique plafonnée à 70% du SMIC pour qu'il y ait toujours un écart suffisamment large entre ceux qui bénéficient des revenus de l'assistance et ceux qui font l'effort d'aller travailler. Il y a quand même une grande partie des personnes qui sont censées être bénéficiaires de minima sociaux, etc., qui n'en font pas la demande. Donc, vous présentez une image de personnes qui seraient assistées, qui seraient dans l'excès par rapport à ce qu'elles perçoivent de l'État, mais en réalité, un très très grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes qui sont censés recevoir ces compensations parce qu'elles ont des faibles revenus n'en font pas la demande parce qu'elles ne sont même pas informées. Donc c'est encore un autre sujet. Par contre, quand vous voyez qu'en cumulant toutes les aides sociales,
on peut parfois arriver à des salaires supérieurs au SMIC, ça interpelle. Et après, il y a des personnes sont aussi qui ne travaillent pas, donc peut-être que recourir à des heures supplémentaires au lieu de recruter, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui... Mais vous savez, les deux choses, on a toujours considéré dans notre pays que finalement, c'était en partageant le temps de travail, c'est la grande théorie de la gauche, avec les 35 heures, qu'en partageant le travail, en travaillant moins, qu'on allait avoir davantage d'emplois. On a vu ce que ça a donné. Ça a été un échec. Il ne s'agit pas de travailler, il s'agit de travailler selon ce qui est déterminé de manière contractuelle. C'est la théorie de la gauche. Les heures supplémentaires, c'est travailler plus. Et la gauche considérait que quand on faisait 40 heures, si on passait à 35 heures, que les 5 heures supplémentaires allaient permettre de créer davantage d'emplois. On a vu que ça ne fonctionnait pas, que ça avait généré beaucoup de chômage, beaucoup de misère à l'hôpital, beaucoup de misère dans les collectivités, beaucoup de misère pour tous les Français. C'était un piège, les 35 heures. On a dit aux Français... On est bien d'accord. On va passer moins de temps de travail, vous n'allez pas être payé moins. En fait, on a enfermé tout le monde dans une productivité moindre. On a baissé la compétitivité des entreprises françaises. Et finalement, ça s'est traduit par un déport de l'activité et de la richesse dans les autres pays. On est les seuls à l'avoir fait et personne ne nous a imités. Ça devrait quand même nous interpeller. On est bien convaincus sur le fait que la taille du gâteau à se partager, elle n'est pas fixe. Et donc, les mesures qui vont dans le sens de l'augmentation du gâteau à se partager vont dans la bonne direction. La défiscalisation des heures supplémentaires va dans la bonne direction. Je disais simplement qu'il faut combiner ça avec le coût pour l'État du point de vue de la niche fiscale. C'est un problème d'analyse coût-avantage qu'il faut. Je suis d'accord, mais ça veut dire qu'en face, il faut mettre des baisses de dépenses publiques. Non, mais attendez, moi c'est pour ça que je dis cette approche qui consiste à parler des recettes, puis ensuite des dépenses, en supposant que tout ça est indépendant, et en évoquant uniquement in fine l'équilibre global, ça pose problème par rapport à des objectifs de déficit public. De toute façon, il faut bien commencer par quelque chose. Si on commençait par parler des dépenses, attendez, on nous dirait vous dépensez avant de savoir combien vous allez recevoir comme recette. Il ne vous attaque pas personnellement. Non, je sais bien. Je n'attaque pas, je dis simplement. On a parlé tout à l'heure des niches fiscales. Les niches fiscales, c'est à l'articulation des recettes et des dépenses. Et là, c'est une niche fiscale. C'est vrai, mais vous voyez, on a eu ce débat aujourd'hui dans l'hémicycle. Quand une niche fiscale ne fonctionne pas, on nous dit elle n'a pas trouvé son public, il faut la supprimer. Bon. Et quand elle fonctionne, comme le crédit d'impôt sur les aides à la personne, on nous dit maintenant ça coûte trop cher, et donc il faut aussi la raboter ou la supprimer. Bon, il faut bien comprendre de quoi on parle. On est dans un pays tellement taxé qu'il y a un économiste qui disait, M. Babot, qui disait c'est comme l'économie, comme si elle avait un sac en plastique sur la tête, et de temps en temps, on fait quelques trous pour permettre quand même aux gens de finir par respirer un peu, parce que sinon ils étoufferaient. La niche fiscale, c'est ça. Et après, on se dit, mais ça coûte de l'argent. Non, quand on fait la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, on n'est pas en train de baisser les impôts, on est simplement en train de ne pas les augmenter. Et donc, l'année dernière, vous savez, le Haut Conseil des finances publiques a dit 2025, c'est le début du redressement et de la baisse du déficit, mais ce redressement se fait à 100% par des augmentations d'impôts et 0% par la baisse de la dépense publique. Et nous, on suggère cette année de faire plutôt l'inverse. Mon propos n'était pas anti-niche fiscale. Je suis pour le crédit impôt recherche qui représente la première niche fiscale, 8 milliards d'euros par an. Le débat sur le crédit impôt recherche, c'est pas de le supprimer, c'est de voir les cas dans lesquels éventuellement on peut réduire un peu la facture. Mais il faut le laisser. Je m'oppose complètement à ceux qui disent supprimons, ça fera 8 milliards en quelque sorte de plus pour l'État, etc. Donc on est d'accord là-dessus. Vous savez, fondamentalement, éviter à 200 000 Français de devoir payer des impôts, c'est politiquement évidemment vendeur. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on ne finance pas quand on ne taxe pas ces gens-là. C'est ça le sujet. Moi, je suis impatiente d'entendre les collègues LR justifier publiquement qu'il n'y aura pas tel et tel service public. Mais c'est pas le cas. C'est aussi simple. Mais non, mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas l'argent magique LR. Mais en fait, si vous ne levez pas l'impôt, je vais vous expliquer, madame. Vous ne pouvez pas. Je vais terminer mon propos. Si vous ne levez pas l'impôt, vous ne pouvez pas le dépenser en service public. C'est très simple. Alors après, il n'y a pas d'argent magique dans le budget. Les uns et les autres vont ou pas y retrouver leurs petits. Le système parlementaire fait qu'on va d'abord discuter des recettes, ensuite on parlera des crédits, mais effectivement qu'on se retrouve totalement sur nos lignes politiques où là, il y a beaucoup de postures. Moi, je le répète, pour nous, ce qui est important au groupe Yacht, c'est de dire il faut quand même
avoir en tête les questions de l'équilibre du budget, la posture du Premier ministre qui est de dire « je vous laisse faire au Parlement », elle est quand même très dangereuse parce qu'effectivement, on peut se retrouver avec un budget Frankenstein que personne ne va reconnaître, pas même lui. Parce que quand il dit je ne prends pas le 49.3 et que tout à l'heure il y avait le collègue socialiste qui disait il faudra peut-être que le Premier ministre siffle la fin de la partie, vous vous dites oui, et donc à quel moment, puisque vous venez de vous féliciter qu'il n'avait plus le 49.3. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est quand même assez frappant dans le débat tel qu'il se tient sur le budget, c'est que on admet tous que le déficit est parti dans des dimensions complètement incontrôlables, que les agences nous rappellent continuellement que ce n'est plus gérable. Sur les économies, personne n'est d'accord sur lesquelles. Sur les coupes, personne n'est d'accord pour lesquelles. C'est-à-dire qu'en fait, ce déficit est orphelin. Ce déficit est orphelin. Politiquement, personne ne veut assumer ce déficit et personne ne veut assumer de le régler. Donc en fait, moi, ce que je rappelle simplement, c'est que on paye tous nos impôts à des degrés très divers et que la question de régler ce déficit, c'est ce qui est au fond la question qui est posée avec la taxe Zucman et bientôt pour les dépenses. Moi, ce qui me paraît capital, c'est de garder à l'esprit que ce budget, c'est pas une abstraction simplement avec les 577 personnes que nous sommes députés dans l'hémicycle au Palais Bourbon. C'est que au final, il faut qu'il y ait des infirmières devant les patients, il faut qu'il y ait des services publics, il faut qu'il y ait des enseignants dans nos écoles, mais qu'il y ait aussi des moyens pour nos chercheurs ou par exemple mais de l'eau donc ça doit passer par quoi? Par une augmentation d'impôts? Il faut qu'il y ait de l'eau il faut qu'il y ait un budget. Et quand on entend les positions des uns et des autres qui font une semaine une déclaration, la semaine suivante une autre, un tweet pour menacer d'une censure et on continue à augmenter la facture, si vous voulez, c'est extrêmement anxiogène, pas seulement pour les patrons, mais c'est que effectivement nos électeurs aussi nous disent mais au final on va arriver, on va pas arriver, ce que vous dites sur le plateau, c'est de nous dire qui pilote le bousin. Excusez-moi l'expression, mais qui pilote? Et là, je suis incapable de vous dire, moi député, mais même au sein du gouvernement, quand le Premier ministre dit il n'y aura pas de 49.3, vous, Parlement, vous prenez vos responsabilités, que le Premier ministre est contredit par le président. En quelque sorte. Évidemment, parce qu'il va jouer l'opinion, il va jouer le Parlement et nos idées farfelues. C'est de leur faute finalement si rien n'est adopté. Et au final, ça va être assez simple de dire, bon, moi je reprends la main, avec un budget qui va être passé par ordonnance et qui sera la copie initiale qui a été uniquement commise par Bercy et Matignon, point, où il n'y aura eu aucun impact parlementaire. Et là, je pense que démocratiquement, ça va poser un problème beaucoup plus important. Parce que si la France s'indigne du 49.3, attendez le budget par ordonnance. Le budget par ordonnance, c'est une autre chose que le 49.3. Parce que le 49.3, le gouvernement avait l'opportunité de choisir parmi les amendements qui avaient été votés et de reprendre une partie du travail parlementaire. Le budget, quand il va être passé par ordonnance, ça va être purement la version qui a été écrite dans le secret du bureau de Matignon et de Bercy. Et là, pour le reste du pays, ça va être un choc parce que ce que la gauche décrit comme le musée des horreurs ou ce que les LR ont combattu avec des amendements, tout va se retrouver intact. Alors peut-être il va falloir faire des efforts, alors, Jean-Didier Berger. Ah bah écoutez, moi je pense que les élus de la droite républicaine, depuis le 7 juillet 2024, cette dissolution un peu ratée, franchement ratée, ont montré toute leur bonne volonté. On a d'abord envoyé Michel Barnier comme Premier ministre, ensuite on a soutenu François Bayrou, avec lequel on n'avait quand même pas un passif très facile à régler. Et puis là maintenant... Vous avez envoyé valser le cornu 1. Non mais d'abord, on a déjà dit depuis le départ que nous, on n'agiterait pas l'arme de la censure. Donc on fait de chantage à personne, contrairement au Parti socialiste. On dit simplement que nous, on est là pour défendre nos convictions et on voit ce qui est pris, ce qui n'est pas pris. C'est aussi simple que ça. Et quand on fait pas de censure, on fait pas de chantage. Par contre, voilà, moi j'ai peut-être un point d'accord et un point de désaccord avec ma collègue. Le point d'accord, c'est que le 49.3, tout le monde en a dit beaucoup de mal. Tout le monde a dit c'est très antidémocratique. Mais si on voit des amendements farfelus arriver avec, je sais pas, par exemple, la France Insoumise et le Rassemblement National avaient voté en commission un impôt universel. On a réussi à le faire rejeter à une voix. Il y a d'autres taxes plus folles les unes que les autres. On parle de Zucman, mais Zucman, on se rend compte quand même de la folie que c'est. C'est-à-dire, on confond les personnes morales
et les personnes physiques. On confond le stock et les flux. On confond la valorisation d'une entreprise et ce qu'elle distribue comme dividende. C'est vraiment économiquement n'importe quoi et très dangereux. Mais le point de désaccord, c'est que c'est à nous de montrer le chemin. Et moi, je pense que dans un pays comme la France, qui est le plus taxé du monde, est-ce que les services publics fonctionnent vraiment comme les Français le voudraient? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus efficace? Nous, on a chiffré, documenté, annoncé depuis des mois des baisses de dépenses publiques très précises sur l'immigration, avec l'AME, le titre de séjour pour soins, avec l'allocation sociale unique. Pardon ? Ça dégagerait assez d'argent, ça? Ah bah c'est des milliards et des milliards, oui bien sûr. Et puis les économies sur l'administration, administrance. Oui, mais bien sûr, mais enfin vous savez, il suffit de donc 40 mesures comme la suppression de l'AME. Et en plus, vous ne supprimez pas totalement, donc vous gardez quand même une partie. Vous serez pas. Je pense très sincèrement. Mais je pense qu'il y a quand même dans l'importance aussi, c'est quand même aussi d'envoyer les bons signaux aux Français et qu'ils puissent se dire à un moment donné, ça y est, ils ont compris, ils sont sur nos préoccupations et on va avoir la possibilité de faire les vraies économies. Les agences aussi. Le budget des agences, il a augmenté ces 10 dernières années de quasiment 50%. C'est très simple. Depuis 2019, on dépense 350 milliards d'euros de plus. Pas plus de justice fiscale, ils demandent 40 milliards moins de dépenses. Et on a dépensé, dans les 6 dernières années, 350 milliards de plus. On voit qu'il y a de la marge. On est capable d'aller les chercher. Enfin, excusez-moi, mais pour moi, je pense qu'on mène pas les bonnes batailles. Plutôt que d'aller chercher... moi, j'irais chercher de l'attractivité pour faire rentrer des capitaux plutôt que d'essayer de taxer des valorisations virtuelles, puisque c'est ce que la taxe Zuckman signifie. C'est-à-dire qu'en fait, on veut taxer un patrimoine qui est virtuel. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez être actionnaire ou propriétaire d'une société qui est valorisée plusieurs centaines de millions, mais qui... sur le papier, mais qui en réel n'a pas véritablement de devise. Moi, j'ai déjà été investisseur dans des entreprises qui étaient valorisées plusieurs millions et qui ont été au tapis. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il aurait fallu que je paye une taxe sur quelque chose que je n'ai pas perçu et qui, au final, a fini au tapis parce que les choses évoluent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent au quotidien. On parle pas de vous, on parle des gens qui ont quand même un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Moi, je suis un entrepreneur. Oui, je comprends dans la logique. Pas un patrimoine. Non, mais pardon, mais c'est pas un patrimoine de 100 millions d'euros. Qui est une fortune qui est évaluée à 100 000. Non, dont l'entreprise est censée valoir à un instant T une certaine somme. Sauf que cette somme-là, elle leur procure quand même du pouvoir qui a des implications concrètes. Mais non, pas forcément. Bien sûr que si. Vous pouvez avoir une entreprise qui a une valorisation de plus de 100 millions d'euros. Mais vous distribuez 0 de salaire. Et qui n'est pas rentable. Dans ce cas-là. Et qui n'est pas rentable. Parce qu'elle n'est pas encore rentable. Et donc, dans ce cas-là, on vous dit, mais c'est pas grave, vous allez nous donner 2% des actions de votre entreprise. Ce qui veut dire que l'État, au bout de 10 ans, va être propriétaire d'une part très importante de votre entreprise. Vous avez quand même conscience que dans la population française... On va nationaliser. Quoi que vous disiez de cette mesure, elle est extrêmement populaire dans l'opinion française. Ça signifie... Est-ce que je peux finir une phrase? J'ai pas fait une phrase en vous parlant depuis le début sans pouvoir aller jusqu'au bout. Est-ce que vous avez conscience du fait que parmi les Français, cette proposition est extrêmement populaire? Donc ça signifie quand même qu'il y a dans la population la volonté d'une justice fiscale et la volonté d'aller chercher l'argent chez les plus riches parce qu'il y a une forme de solidarité qui est attendue des personnes qui sont les plus à l'aise. Donc comment vous répondez à ça? Alors je vais vous répondre par deux choses très simples. D'abord, on est dans le pays qui fiscalise le plus, mais aussi qui redistribue le plus. Les écarts de richesse, avant redistribution, c'est de 1 à 18. Après redistribution, c'est de 1 à 3. Donc si nous, on est injuste, mais comment sont les autres pays du monde? Il faudrait quand même qu'on... Donc les autres sont pires. Ça devrait quand même interpeller tout le monde. Il n'y a pas de pays plus juste que la France. Vous m'avez dit de vous laisser finir. Ouais. Je termine simplement. Et deux, si on n'est pas, la France n'est pas une île. Si demain on fait une taxation de la sorte, qu'est-ce que vont faire tous ceux qui peuvent investir dans notre pays? Ils iront ailleurs. C'est aussi simple que ça. Faut pas se tromper. Et quand on a une holding, c'est aussi parce qu'il y a dans le groupe plusieurs sociétés. En fait, ce qui est quand même frappant, mais ce qui est frappant dans le débat sur la taxe Zuckman, là, il y a la question de si on les taxe, ils vont partir ailleurs. La terre est ronde, au final, on revient au moins de points. C'est-à-dire, ils peuvent fuir, au final, ils reviennent chez eux. Le sujet, parce que le groupe Lyot a auditionné l'économiste Zuckman, il y a un sujet qu'il a soulevé, qui était très intéressant, qui dit, il y a plusieurs pays qui disent, même si vous avez quitté votre pays, vous continuez à être fiscalisé pendant les 10 années qui suivent ou les 20 années qui suivent.
voyez, donc en fait, c'est les impensés et les tabous que l'on se pose, les limites que nous nous imposons en tant que parlementaires, de dire comment est-ce qu'on réinvente notre fiscalité. Je n'ai pas de religion définie parce que je pense que la taxe Zuckman est une abstraction, elle n'est pas du tout un outil fiscal en tant que tel qui est très complexe, qui est vraiment technique, mais il pose un sujet qui est très important, c'est la question du consentement de l'impôt et est-ce que tout le monde paie l'impôt. La réalité, c'est que quand on parle en pourcentage sur les quelques milliers de familles qui seraient concernées, les quelques immenses 1800, fortunes, les quelques fortunes qui seraient concernées, mécaniquement, on parlerait de lever des milliards d'impôts sur ces quelques centaines de personnes. Et ça, c'est une énormité qui nous sidère et qui visiblement laisse le monde politique complètement comme un lapin dans les phares d'une voiture. C'est-à-dire qu'on se dit comment est-ce que c'est cognitivement possible de se dire que quelques centaines de personnes vont payer des milliards d'impôts. Et là-dessus, en fait, on est figé, on s'arrête et on se retrouve dans une situation lunaire. Dans une situation lunaire, on a toute une classe politique qui débat du sort de quelques centaines de personnes en disant c'est un non total avec un phénomène d'identification. Excusez-moi, vous êtes en train de vous dire. Vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné, personne autour de cette table n'est concerné, et ça semble nous toucher comme si c'était intimement, possiblement, nous-mêmes qui allions payer des milliards d'impôts. Il y a quelque chose de symbolique qui dit beaucoup de notre pays, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, on est avec un trou abyssal au niveau de la dépense publique, on est dans une économie qui a complètement changé, avec des fortunes qui ont pris des proportions colossal en très peu de temps et par rapport auquel l'outil de l'impôt, qui est quand même la base de l'État, c'est lever l'impôt, c'est la monnaie et c'est l'armée, mais c'est l'impôt. Ouais. Et là-dessus, on est muet. Donc la nécessité fondamentale, alors qu'on demande à tous les Français un effort, c'est qu'on s'autorise cette réflexion, c'est qu'on puisse quand même poser le débat sans se dire c'est de toute façon impensable. Mais c'est un leurre de penser qu'on va pouvoir régler le problème du déficit de la France. Je voudrais juste remercier Estelle Youssouffa d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant que vous partiez, la taxe Zuckman, ça viserait 1800 foyers fiscaux en France. Moi, je suis contre la taxe Zuckman. Je pense qu'il y a besoin de mesures de justice fiscale, mais que la taxe Zuckman n'est pas la bonne approche, parce qu'elle taxe l'outil de travail, les biens professionnels. Donc, il faut faire quelque chose. Et quand sur le chiffrage, c'est pas ça qui va sauver le déficit public. Zuckman dit 20 milliards d'euros parce qu'il taxe les biens professionnels, parce qu'il fait l'hypothèse qu'il n'y aura aucune sortie. Et même poursuivre pendant 5 ou 10 ans après, c'est pas ça qui va sauver les revenus. Donc au maximum, ça rapporterait quoi? Sauf professeur, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce débat qui ne concerne que quelques centaines de personnes paraît complètement éloigné de la réalité, pas seulement du territoire que je représente, détruit à 90% Mayotte par le cyclone, qui n'a pas d'eau, on est dans une situation complètement désespérée, on n'a pas de budget, et les Français sont en train de vraiment lutter pour boucler les fins de mois, sont en train de se dire, comme les chefs d'entreprise, où est-ce qu'on va? Ils sont dans l'inconnu la plus totale, et ce qui nous mobilise, et ce qui nous fait travailler intellectuellement, c'est le sort de ces quelques milliers de personnes qui n'ont aucun sujet pour boucler leur fin de mois, mais qui fiscalement ont une armée de personnes pour s'occuper de leur destin fiscal, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez raison, cette taxe Zuckman, qu'elle existe ou pas, quel que soit son nom, ce qu'elle pose pour nous, c'est le consentement à l'impôt et où vont nos impôts. Et les Françaises et les Français, vous ne leur ferez pas admettre qu'ils augmentent leurs impôts, qu'ils consentent à davantage si les services publics continuent de se dégrader, s'ils ne voient pas où vont leurs impôts, si leurs fonctionnaires sont toujours dans une situation qui se dégrade. Merci et moi, beaucoup. pour mon territoire, pour Mayotte qui est dans une situation désespérée, quand on voit la pauvreté du débat au niveau national, c'est consternant, mais ça a des conséquences directes sur les Françaises et les Français que je représente avec mon collègue ici. Merci Estelle Youssouffa d'avoir été avec nous. Je voudrais faire entrer David Guiraud. Bonsoir monsieur le député, merci d'être avec nous. Député La France Insoumise du Nord, je vais vous faire entrer dans
dans cette discussion. Peut-être d'abord une première réaction. Vous venez de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que Jean-Didier Berger? Il est arrivé tout sourire sur ce plateau tout à l'heure. Mais en disant quoi? Parce que Jean-Didier Berger, je l'écoute à l'Assemblée, c'est pas le plus intéressant du groupe, mais si c'est pour le fait d'avoir un budget... C'est agréable. Non, mais on ne se dirige pas vers un budget conclusif. Moi, je suis membre de la Commission des Finances. En Commission des Finances, le budget a été mis en très grande minorité. Très, très forte minorité. D'ailleurs, c'est du rarement vu. Donc, je ne vois pas pourquoi... en hémicycle, on aboutirait à un résultat qui serait meilleur. Voilà. Nous l'avons dit depuis le début. Qu'est-ce qui bloque pour vous? Mais ce qui bloque, c'est que on est sur un budget, si vous voulez, qui est un peu Frankenstein, un peu avec des pièces rapportées selon des éléments de rapport de force qui font que le budget va probablement manquer de cohérence, mais pour une raison simple, c'est que l'Assemblée nationale est divisée en 3 blocs, dont le bloc central d'ailleurs, qui est en pleine déliquescence. Je pense que monsieur Berger ne me contredira pas, en tout cas ça s'est vu en commission. Et donc le rapport de force est très compliqué et moi je crois que le problème principal qu'on avait soulevé avant d'aborder le budget, c'était qu'on était face à un gouvernement qui ne respectait pas le résultat des urnes et un président de la République qui ne respectait pas le résultat des urnes. Donc en fait la copie de base, le budget qu'on nous a sorti, ne correspond à aucune aspiration démocratique majoritaire dans le pays et ça se retrouve forcément sur les élus qui sont sur ces bancs-là. Voilà. Donc on est face à un budget qui est inégalitaire, austéritaire, avec quelques victoires qu'on a obtenues récemment. Je pense d'ailleurs, mais d'ailleurs, des fois ça dépasse les camps politiques, au fait que le gouvernement voulait nous imposer une année blanche, vous savez, fiscale pour les Français, ce qu'aurait fait rentrer plus de 100 000 nous Français dans l'imposition sur l'impôt sur le revenu, et la facture moyenne pour les ménages français, ça aurait été 100 € de plus. Bon, bah là, l'Assemblée a dit non. Mais du coup, vous voyez, le budget n'a pas cette cohérence. C'est pas 100 000, c'est entre 200 et 300 000, parce que plusieurs centaines de milliers. Il faut être peut-être suffisamment intéressant pour le savoir, mais c'est bien de le rappeler. Plusieurs centaines de milliers. Vous parliez d'incohérence, justement. Certains ne comprennent pas pourquoi vous avez voté comme les Républicains pour rejeter le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Je viens de vous l'expliquer. Et Jean-Didier Berger, justement, s'en réjouissait, mais n'arrivait pas non plus à l'expliquer. Ah bah si, je vais vous l'expliquer. C'est que moi, je ne suis pas d'accord. Notamment quand on est face à un gouvernement qui nous a expliqué pendant des années, parce que c'est la marque du macronisme, de nous dire on ne va pas augmenter les impôts. Moi, je ne suis pas d'accord pour faire rentrer 200 000, 300 000, quelques centaines de milliers de Français dans l'impôt sur le revenu, parce qu'en fait, si vous gelez l'indexation de l'impôt sur le revenu par rapport à l'inflation, bah, en fait, vous avez mécaniquement des foyers qui deviennent imposables. Donc les foyers, en plus, qui sont les plus précaires, c'est-à-dire les plus précaires ou vraiment à la toute petite entrée des classes moyennes qui deviennent imposables, et puis tous les autres deviennent aussi imposables plus parce qu'ils peuvent sauter des tranches, et le saut de tranche, quand vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu, bah, ça fait mal. Donc l'OFCE a calculé en gros la perte pour les ménages français à environ 100 € pour chaque ménage français. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Pourtant, moi, je porte des amendements de justice fiscale. Je suis pour qu'on taxe plus les ménages qui ont le plus les moyens de contribuer. Hein. Je suis pas. Justement, Olivier Faure vous accuse d'avoir fait un vote anti-riche. Non, mais le pro-riche, pardon, justement. Oui, bah alors là. Je crois que malheureusement le PS ne sait plus où il habite parce que pour reprocher à la France Insoumise, c'est moi qui me suis trompé. Non, mais c'était plutôt un vote pro-riche. La France Insoumise d'être pro-riche. Le problème, si vous voulez, du Parti socialiste, c'est que ça se voit d'ailleurs. Ils sont dans des arrangements avec le bloc majoritaire et ils loupent des choses qui sont évidentes. Par exemple, l'indexation de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, c'était quelque chose qu'on demande depuis des années. Il était évident qu'on allait s'y opposer. On a voté le premier amendement qui votait sur la liste, qui était celui de M. Wauquiez, mais qui était quasiment identique à celui de M. Lecoq, France Insoumise. C'est juste que dans la liste des amendements, il venait plus tard. Bah voilà, on a voté celui de Wauquiez parce qu'on veut se débarrasser de cette mesure-là. Mais ça aurait pu être celui de M. Lecoq, ça aurait pu être celui de M. Berger, ça n'aurait pas changé grand-chose à la discussion. Nous, on agit pour les Français. Voilà, et donc on n'est pas d'accord avec ça. Jean-Didier Berger, quand on entend ça, finalement... on a le sentiment que justement on va se retrouver confronté à un mur, notamment quand M. Guéraud nous dit de toute façon ce budget il passera pas. Écoutez, nous verrons. Moi, je pense que. Mais vous semblez plus optimiste quand même, malgré tout. Écoutez, moi, je suis d'un naturel optimiste et je pense que chacun va être en face de ses responsabilités. Le Parti socialiste a obtenu, dans la version finalement qui devient la version initiale du budget, le décalage de la réforme des retraites. Il a obtenu le fait qu'il n'y ait pas de 49.3. Donc si maintenant il rajoute des demandes,
eh bien les Français seront juges de la bonne foi des uns et des autres. Moi, je suis très serein. J'ai jamais eu peur d'aller à une élection. Si demain il y avait une nouvelle censure, une nouvelle dissolution, que sais-je, écoutez, on ira voir nos compatriotes. Et je pense qu'ils ont une maturité politique qui est telle aujourd'hui qu'ils voient bien les jeux de rôle, les postures des uns et des autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner un budget à la France pour éviter l'instabilité politique. Quand je vois la notation de la France qui se dégrade, quand je vois celle de l'Italie qui, au contraire, s'améliore, je me dis qu'il est en train de se passer quelque chose en Europe. Quand je vois les menaces fondamentales qui pèsent sur notre nation et sur notre continent, avec la guerre, avec une forme d'instabilité économique et sociale qui est très forte, je me dis que nous avons toutes et tous une immense responsabilité. Donc, quand on fait la démarche de tendre la main et que derrière, on voit qu'il y a une surenchère, une forme de chantage, eh bien, on ne peut qu'en prendre acte. Et c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Quand la CMP se sera réunie, une fois que le Sénat aura rendu une copie forcément différente de celle de l'Assemblée, eh bien, nous verrons. Est-ce que cette CMP sera conclusive ou non? Est-ce que les travaux de cette CMP éventuellement conclusive commission mixte paritaire avec 7 c'est-à-dire députés, quelques sénateurs, quelques députés qui arrivent à faire le départage entre les différentes versions qui ont été adoptées par l'Assemblée et par le Sénat. Eh bien après, on votera et on verra ce qui va sortir du chapeau. Mais moi, je reste confiant. Je pense que dans le pays le plus taxé du monde, dans le pays qui dépense le plus, on a les solutions pour faire différemment de ce qui s'est fait jusqu'à présent. On a les solutions pour avoir un budget qui soit plus favorable aux Français. Et notre intérêt à tous, c'est que la trajectoire de déficit public sur laquelle la France est engagée auprès, on parlait tout à l'heure, 5,4% pour cette année sur l'atterrissage et moins de 5% l'année prochaine, on l'espère tous. À chacun de prendre ses responsabilités pour y arriver. Moi, l'histoire de pays le plus taxé au monde, faut arrêter avec ça. Pourtant, c'est ce qui se répète beaucoup. Non, mais faut arrêter parce que en fait, ça confond deux choses. Ça confond l'impôt et les cotisations sociales. On met dans le même sac ça, on appelle ça prélèvement obligatoire. Pour dire, vous voyez, les Français, ils ont l'impôt et la cotisation sociale. Mais ça, faut arrêter avec cet argument parce qu'il est faux. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que vous allez dans des pays où il n'y a pas de cotisation sociale, où il n'y a pas de sécurité sociale. Vous avez beaucoup moins de cotisations, certes. Mais quand vous devez faire une dépense de santé, vous ne vous laissez pas mourir. Donc quand vous allez aux États-Unis, alors oui, c'est vrai, aux États-Unis, il y a moins de sécu sociale, il y a moins de cotisations. Sauf que quand votre gamin, il a l'appendicite, vous payez combien quand vous êtes à l'hôpital? Eh bien, vous payez plusieurs milliers d'euros. Quand votre ancien, il a le cancer, vous payez combien? Plusieurs milliers de dollars, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et si vous voulez éviter de casquer argent comptant, vous faites quoi? Vous prenez une mutuelle privée. La mutuelle privée, vous savez, nous en France, on a les cotisations sociales. Moi, j'aimerais bien que dans le calcul des prélèvements obligatoires, on mette par exemple le coût des mutuelles aux États-Unis, parce que c'est $500 en moyenne. Donc en fait, ça ne change pas. Non, mais pas du tout le même prix. Non, c'est pas le même prix, et c'est des mutuelles, et c'est un système. Je me permets, j'ai une entreprise aux États-Unis, donc je pense que déjà en France, on a aussi une mutuelle. Aux États-Unis, c'est pas le même prix. J'habite aux États-Unis pendant 8 ans. J'enseigne aux États-Unis actuellement. Ça dépend ce que vous voulez comme couverture. Prélèvement qu'on a aux cotisations. On est beaucoup taxé aussi aux États-Unis. Ça dépend des États. Certains États, c'est 30%. Moi, dans l'État où je travaille, c'est 30%. Vous allez en Floride, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu, vous avez qu'un impôt fédéral. Texas, on est bien taxé. Voilà, mais oui, d'accord. Sauf que quand vous avez un problème de santé, si par exemple vous n'avez pas d'hôpital conventionné avec votre mutuelle à plus de 100 km, en fait vous mourrez en chemin. C'est super. Excusez-moi, monsieur. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on nous fait croire qu'on est le pays le plus taxé. La vérité, c'est que le système de taxation français, c'est un système de matraquage des classes populaires et moyennes qui se fonde essentiellement aujourd'hui sur l'impôt qui est le plus injuste du pays et qui rentre le plus d'argent dans les caisses de l'État, mais qui maintenant part à moitié de l'argent de l'État pour aller financer des exonérations de cotisations sociales, des cadeaux aux entreprises, des cadeaux aux plus grandes fortunes, qui s'appelle la TVA. La TVA, c'est plus de 200 milliards d'euros de rentrée fiscale, d'accord, cette année. Le problème, c'est qu'on ne retrouve que 100 milliards d'euros dans les caisses de l'État parce qu'il y a la moitié de l'argent de la TVA qui sert à financer les exonérations. Ça veut dire quoi? Par exemple, dans le budget, on a la suppression de la CVAE, vous savez, impôt de production sur les entreprises qui profitent aux collectivités locales. Cet impôt, on nous dit oui, baisse d'impôt. La vérité du macronisme, c'est que depuis 2017, il n'y a quasiment eu aucune baisse d'impôts, simplement des transferts. C'est-à-dire que la taxe d'habitation, la CVAE, etc., ça a été compensé à chaque fois
par l'argent de la TVA. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les gens payaient, par exemple, en impôt de production, ce que les boîtes... Je finis juste, j'ai fini dans 10 secondes. Ce que les boîtes payaient en impôt de production, elles ne le payent plus. Mais vu que l'argent a été compensé, maintenant, c'est les Français qui achètent leur pack de lait ou leur paire de baskets qui compensent la suppression de cet impôt. Vous voyez à quel point, en fait, notre système fiscal, il devient de plus en plus injuste vis-à-vis des classes populaires qui payent peut-être pas l'impôt sur le revenu, mais qui payent la TVA, et des classes moyennes qui, elles, payent effectivement l'impôt sur le revenu pour certaines, la TVA et d'autres impôts complémentaires. Et c'est ça l'injustice fondamentale, pendant qu'il y a une poignée de milliardaires qui, elle, n'est pas imposée. Je voudrais qu'on parle d'une autre injustice qui est vécue par certains Français, c'est la suspension de la réforme des retraites. C'est Sébastien Lecornu qui est mis sous pression, décidément. On avait déjà entendu Olivier Faure lui poser un ultimatum en début de semaine. Maintenant, voici le coup de pression de Gérard Larcher. C'était aujourd'hui, il a expliqué que le Sénat rétablirait la réforme des retraites si l'Assemblée la suspend. Bruno Jeudi, est-ce que le Sénat peut réellement bloquer la suspension de la réforme des retraites ? Alors le Sénat, d'abord le Sénat est majorité LR plus groupe Union centriste et a les moyens de totalement refaire le budget qui sortira de l'Assemblée nationale. Ça avait déjà été le cas l'année dernière. Donc ils ont tout à fait les moyens de voter des amendements, de mettre le gouvernement en minorité. Et surtout, au Sénat, la gauche est beaucoup moins forte et donc elle n'a pas les mêmes possibilités de peser sur le résultat final du budget qui sera voté au Sénat. Donc il sera probablement refait. Et Jean-Didier Berger, tout à l'heure, l'a rappelé. Ensuite, il y aura finalement le budget voté à l'Assemblée, le budget voté au Sénat. Il y a une commission des députés, des sénateurs qui se réunit pour essayer de trouver un accord. Bon, si vraiment le Sénat modifie beaucoup la copie de l'Assemblée, ça sera difficile de trouver un accord. Mais c'est clair que les Républicains au Sénat vont vouloir imposer leur vue, et notamment sur cette affaire des retraites, puisqu'ils s'y opposent à l'Assemblée. Donc il y a pas toujours le cas entre les sénateurs LR et les députés LR, il y a quand même parfois des différences, mais sur cette question-là, les sénateurs LR vont être très attachés à cette question, et c'est pour ça que Gérard Larcher sort avant que la copie arrive à la Haute Assemblée, pour fixer un peu le cadre de la discussion. Et de toute façon, Sébastien Lecornu, on l'a déjà vu au discours de politique générale devant les sénateurs, a été beaucoup plus chahuté par les Républicains que par la gauche. C'était un peu l'inverse de ce qui s'est passé, à l'Assemblée. Peut-être juste un mot sur les dernières déclarations d'Amélie de Montchalin, la ministre de l'Action et des Comptes publics. Elle a répondu aux questions de la tribune dimanche, justement, où elle parle de compromis à trouver absolument d'ici 2027. Oui, alors elle s'inscrit totalement évidemment dans la ligne du Premier ministre, les compromis d'action pour 2027, c'est-à-dire qu'elle essaie d'inscrire ce budget sur les 2 années qui viennent. Elle ferme la porte à une taxe Zuckman, y compris une taxe Zuckman allégée, au nom de son opposition à la taxation des biens professionnels. Et sur ce point-là, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture du côté de Matignon, même si Matignon travaille sur une autre forme de taxation. Elle met plutôt en avant l'idée d'une taxation sur les sociétés dites holding, qui là pour le coup fait plutôt consensus au sein du socle commun. Dernier point, et il n'est pas neutre, dans cette interview, elle se montre assez ouverte à une baisse de la CSG. Et je trouve que ça, c'est un élément qui est un peu nouveau dans la bouche de l'exécutif. C'était repris et lancé par le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, Philippe Juvin, nouveau rapporteur député LR. Et là, il y a peut-être quelque chose qui se dessine. Il y a quand même très quelque chose, c'est que je crois que beaucoup de députés, en tout cas les députés notamment du Parti socialiste, qui ont refusé de censurer sous prétexte qu'il y aurait eu une suspension de la réforme des retraites, n'ont pas compris, ou alors ne veulent pas comprendre, que le macronisme n'est pas une formation politique, n'est pas un état d'esprit qui tolère la notion de compromis. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez listé le scénario selon lequel ça allait être super dur pour la suspension de la réforme des retraites de passer. Mais quand vous lisez de toute façon la lettre de cadrage du Premier ministre s'agissant de la suspension de la réforme des retraites, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que le coût de la suspension va être compensé, et il va être compensé par qui ? Par les assureurs, qui vont faire quoi ? Qui vont répercuter leur prix sur les assurés, et par l'ensemble des retraités, c'est-à-dire pour une poignée de personnes nées en 64,
l'ensemble des retraités va voir ses pensions de retraite diminuer. Donc, moi, je crois que le Parti socialiste, malheureusement, n'a pas compris que... Ah, c'est... Il vous appelle peut-être, je sais pas. Mais je crois que le Parti socialiste... Ça sonne aussi la fin de la partie. Vous êtes un peu mauvais joueur dans cette affaire, parce que quand même, le Parti socialiste... obtient quand même quelque chose pour lequel vous devriez voilà ce qu'il obtient. Alors attendez. La suspension. Non. Voilà ce qu'il obtient. Je me fais l'avocat du diable parce que moi je suis plutôt contre cette affaire-là, mais la suspension de la réforme des retraites, c'est quand même un joli gain pour le Parti socialiste si ça arrive au bout. Voilà. Vous devriez plutôt être d'accord avec eux. Alors après que vous soyez contre. Je suis désolée, il faudra continuer ce débat un peu plus tard. Monsieur Jeudi, vous l'avez dit vous-même. Elle n'est pas suspendue aujourd'hui, la réforme des retraites, et c'est pas sûr qu'elle le soit. Et si elle l'est, c'est l'ensemble des retraités français qui vont devoir assumer la facture. Pour moi, c'est Merci beaucoup. Bruno Jeudi, vous ne relancez pas le débat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler.